Vous êtes sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, nous allons, avec mes invités, décortiquer une notion, un concept répandu aujourd'hui un peu à travers le monde, à travers l'Afrique également. On parlera de la parité. Qu'en est-il réellement et quel regard de la jeunesse sur cette notion de parité? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la confession. Pourquoi aujourd'hui est-il très important de se confier et à qui se confier? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit d'un habitué, évidemment, ce plateau. Edwin, vous êtes étudiant en droit. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. J'ai envie de dire bienvenue chez toi, tout simplement. Bien sûr, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, j'espère également, pour notre ami Momodou. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Deuxième participation à Génération News. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'honneur, merci. Et nous terminons avec la seule femme de ce plateau. Vous êtes journaliste, Djeri. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News et bienvenue sur le plateau de Média. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de la première thématique. On parlera de la parité. Quel regard évidemment cette jeunesse que vous représentez, que nous représentons, que dis-je, sur ce plateau. Djeri, on va démarrer avec toi. Évidemment, cette notion, tu as un petit peu fait un leitmotiv dans le sens où, parce que tu es journaliste, mais sensible aux questions liées au genre. Qu'en est-il déjà? Pourquoi avoir choisi évidemment cette bataille-là et quel rapport as-tu avec la parité aujourd'hui? Quelle définition donnes-tu à cette notion? D'accord, merci beaucoup Régis. Alors pour commencer, moi je suis journaliste, donc je suis en train de faire mon métier. Et là, le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique sénégalais, je me suis rendu compte que lorsqu'on traite des questions relatives aux femmes, c'est juste pour évoquer le sensationnel. Le sensationnel, on a tous une définition de ça, c'est-à-dire soit c'est le sexe, soit c'est le sang, les scandales, etc. Alors, ça m'a fait mal quand même en tant que femme et en tant que journaliste. Donc, je me suis dit, avec une amie, on va créer une plateforme qui va un peu sortir de cette considération sexiste-là, de l'information relative aux femmes, et proposer des modèles de femmes, des femmes inspirantes qui font bouger les choses tous les jours. Et comme ça, on va mettre en avant leur profil pour permettre maintenant aux autres déjà de mieux, comment dirais-je, de mieux valoriser ce qu'elles font, mais aussi de se dire que voilà, on parle de moi aujourd'hui dans les médias et c'est un peu positif par rapport à la considération de la femme. Et donc la plateforme, c'est Femme Up. Femme Up, voilà, comme dire Femme Debout, voilà, Femme Debout. Et au-delà même de Femme Debout, ces femmes, voilà, laissez-vous tenter par les médias, soyez visibles. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, en fait, la femme, souvent, elle est cantonnée dans le foyer. Et il y a notre socialisation joue un rôle extrêmement grave sur ça. Parce que souvent, on interdit même aux femmes d'être trop visibles. Oui. Voilà, souvent on nous propose d'être souvent derrière, de ne pas trop se faire voir. Donc Femme Up, à travers Femme Up, c'est pour dire non, venez, l'espace médiatique est là. En tout cas, faites tout pour être là, pour être visible et pour vous imposer parce que cet espace-là, c'est pour vous. Ouais, et justement, je pars du principe que c'est cette notion de parité qui vous a poussé à mettre en place évidemment cette plateforme. Oui, parce que même c'est au-delà même de la parité. Parce que la parité, en fait, là au Sénégal, quand même, la loi de la parité, c'est pour les postes électifs. C'est juste pour ça. Donc, il n'y a pas une parité qui soit pluridimensionnelle, c'est-à-dire qui soit transversale à tous les domaines. Donc, la parité, c'est juste le domaine politique, etc. Donc, moi, en tant que jeune femme journaliste, sensible aux questions de genre, la parité pour moi, elle est un peu insuffisante. Donc c'est pour cela que Femme Up vient un peu en appoint par rapport à ça, pour mon métier et pour mes jeunes consoeurs, etc. Alors Momodou, Djeri l'a souligné, une notion un peu insuffisante selon elle. Est-ce que vous partagez cet avis? Et si oui, que faut-il faire pour rendre cette notion, ce concept de parité réel, j'ai envie de dire? Insuffisante, oui. Insuffisante dans la mesure où il y a d'abord un problème de compréhension. Parce que beaucoup ne savent pas différencier la parité de l'équité.
Ouais. Par exemple, la parité, comme elle l'a si bien dit, c'est au niveau, on dit la parité numérique, c'est-à-dire un homme, une femme. Et là, c'est au niveau des instances de décision. Mais il n'y a pas une parité transversale auquel on peut se fixer sur toutes les, comment dire, sur tous les domaines, en fait. Sur tous les domaines de la société. Donc là aussi, déjà, ça pose problème. C'est insuffisant aussi dans la mesure où nous sommes, bon, sur le plan culturel ou bien social, il y a certaines valeurs auxquelles nous sommes ancrés. Donc ça sera un peu difficile de parler de parité dans ce cas de figure. Par exemple, bon, sur le plan, comment dire, pour revenir sur le premier aspect, à savoir les instances de décision, on nous dit que depuis, bon, pour rappel, la parité a été promulguée le 28 mai 2010. Donc c'est la loi 2010 du 28 mai 2010. Donc depuis cette année-là, on peut dire que bon, au niveau des instances de décision, à savoir les élections municipales, à savoir les conseils, notamment les conseils municipaux, l'hémicycle, à savoir l'Assemblée nationale, ou bien bon, les autres élections, on nous exige au niveau de liste. Chaque liste doit présenter un homme, une femme. Donc là, c'est sur le plan politique ou bien sur le plan, comment dire, la parité numérique. Est-ce que selon toi, il y a eu des élections qui se sont déroulées récemment au Sénégal, les communales en l'occurrence. Est-ce que selon toi, cette parité a été respectée? Ça n'a pas été respecté. Raison pour laquelle, quelques mois après, bon, il n'y a même pas 2 semaines, beaucoup de tribunaux ont comment dire, ont mis, comment dire encore, en soulignant en tout cas cette absence-là de parité, d'accord. Raison pour laquelle beaucoup de conseils municipaux ont été dissous, pour dire qu'il faut respecter les textes. Parce qu'on dit, on exige un homme, une femme. Malheureusement, beaucoup de textes n'ont pas été, beaucoup de conseils municipaux n'ont pas respecté cette charte-là. Je vais prendre l'exemple même de Touba. À Touba, ils ne sont pas exigés. Ils ne sont pas obligés de respecter la parité. Par exemple, là, ils ont une liste communale auquel, bon, peut-être c'est l'autorité locale qui va imposer sa liste ou bien auquel la liste obéit. Mais maintenant, bon, c'est aux gens qui sont là. Bon, pour dire qu'il n'y a pas cette, comment dirais-je... Bon, c'est pas encore matérialisé. Matérialisé, oui. D'accord. Le concept, il est là. On a l'impression que beaucoup ont encore du mal un peu à comprendre l'importance de ce concept. Exactement. Et puis même pour revenir sur l'aspect insuffisant, pour dire que c'est insuffisant, même au niveau des groupes parlementaires, il y a toujours les hommes qui dirigent. Là aussi, ça pose problème. D'accord. On va y revenir, mon cher Mamadou. Edwin, c'est vrai, les problématiques ont été soulignées. Revenons un petit peu en ce qui concerne cette jeunesse-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine de manière générale porte un regard assez particulier, voire intéressant sur ce concept de parité, au point d'en faire un leitmotiv pour rendre en fait ce concept simplement réel, vu les manquements soulignés par Diary et Mamadou? Eh ben, c'est comme Diary l'a dit et Mamadou l'a dit en réalité, cette jeunesse n'est pas consciente des enjeux. Parce qu'il faut d'abord une prise de conscience pour pouvoir cerner tout ce qu'il y a autour. Diary parlait de parité sur le plan décisionnel. Effectivement, on se rend compte qu'on est juste dans les discours, mais au niveau du terrain, ça ne suit pas. Et Mamadou l'a encore très bien illustré. Par exemple, il y a des lois qui sont votées, qui fixent des quotas, j'ai envie de dire. Un nombre de femmes pour les élections locales, par exemple, pour les élections législatives. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il n'en est rien. On se retrouve avec 2, 3 femmes. Au niveau, par exemple, des instances décisionnelles, donc j'entends par là le gouvernement et les grandes institutions, il y en a combien de femmes? Ça pose problème. Parce que des femmes se disent qu'elles ont des choses à dire, mais que les hommes ne comprennent pas certainement. Est-ce que c'est uniquement à ce point-là, c'est absence d'incompréhension ou de communication? Oui. Absence d'incompréhension, absence de communication, justement, parce qu'elles ne sont pas comprises en réalité. Et qui d'autre qu'une femme peut porter leur message? C'est assez difficile pour un homme, vu qu'il ne vit pas certaines situations traversées par ces femmes-là. Donc, c'est cela.
Diri, pourquoi on a l'impression que, c'est vrai, la loi au Sénégal a été adoptée en 2010, pourquoi on a l'impression que, malgré le fait que cette loi a été justement validée, on a toujours l'impression qu'il y a un retard, que les femmes sont toujours un peu en retrait. Qu'est-ce qui manque à ces dames pour justement prendre la parole à l'image de ce que vous faites avec cette plateforme-là? Pourquoi les femmes sont-elles toujours en retrait? Je l'ai souligné tout à l'heure, la socialisation, il joue un rôle encore extrêmement très grave. Parce qu'aujourd'hui, pour même qu'une femme s'affirme, c'est tout un problème en fait. Parce que là, nous sommes encore dans les noms, l'espace encore intime, c'est l'espace des femmes. C'est-à-dire les femmes doivent être confinées dans cet espace. Donc, elles ont même du mal parfois à s'exprimer. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis journaliste aujourd'hui. Parfois, je vais interviewer une femme, mais souvent, même si elle est experte, elle a parfois du mal même à accepter l'interview parce qu'on dirait qu'elle soit en train de fuir. Donc, je ne comprends pas. Et la politique encore, c'est encore pire parce qu'elles se disent que voilà, elles seront encore plus exposées. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que, au-delà du plan social, est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est une peur due au fait, est-ce que la parole terrorise aujourd'hui les dames, ou bien c'est simplement le fait de toujours mettre l'homme en avant? Parce que sur le plan politique, ce qu'on note malheureusement au Sénégal, c'est que dans les partis politiques, les femmes s'occupent de quoi? La mobilisation. Ouais, toujours. Voilà, mobiliser encore que pour les applaudissements, pour la nourriture, etc. Non, en général, dans l'organisation de manière générale, etc. Donc les hommes, souvent, lorsqu'il s'agit de prise de décision très, très, très importante, ils sont là en catimini, après ils se parlent. Après ils disent aux femmes, non, il faut faire ça et ça. Et c'est ce qui joue aujourd'hui, ça joue sur le fait que les femmes hésitent aujourd'hui à prendre une certaine décision au sein du parti politique. Mais moi, la parité, je dis qu'elle est extrêmement importante parce que Régis Edwin l'a souligné tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une femme qui peut mieux exprimer ce que l'autre femme ce dont l'autre femme a vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, la parité, elle sert à quoi? Par exemple, qu'une femme, lorsqu'elle est députée, qu'elle soit une force de proposition de loi. Ouais. Lorsqu'elle est par exemple dans le gouvernement, qu'elle soit une force de projet de loi. Mais si aujourd'hui nous notons que c'est toujours pas le cas, donc il y aura toujours des lois qui seront en défaveur des femmes et de la condition féminine. Et là, je sais pas si je peux l'évoquer, le code de la famille est là, qui est très 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 défavorable aux femmes. Mais on ne peut pas s'attaquer frontalement à ça parce que nous n'avons pas encore les outils. Ouais. Les outils, c'est quoi? C'est que la parité soit effective, que les femmes soient... que le nombre de femmes et d'hommes soit vraiment égal au sein de l'hémicycle. Comme ça, après, les décisions seront prises. Et là, on verra maintenant l'avenir même de la condition féminine au Sénégal. Et en parlant de cette parité, alors c'est vrai, on a parlé du cas du Sénégal qui a adopté la loi, l'Ouganda l'a adopté, le Rwanda également adopté en termes de parité, c'est très respecté parce qu'au Rwanda, il y a plusieurs femmes dans le gouvernement et ça, c'est un projet du président Paul Kagame qui a tenu à respecter et à mettre en application cette loi, cette conception, ce concept de parité. Edwin, selon toi, pourquoi d'autres pays sur le continent traînent encore les pas en ce qui concerne évidemment cette parité? Il faut dire que nous sommes africains, il faut pas l'oublier. Et malheureusement pour nous, nous sommes très attachés à, j'ai envie de dire, nos us et coutumes. Et vous savez que... Et qui place toujours l'homme en avant. L'homme en avant. D'accord. Et du coup, c'est assez difficile de soutenir une telle parité. Pourquoi? Parce que pour nous, dans nos traditions, la femme, elle vient après l'homme. En fait, c'est difficile de voir une femme... Ouais, comme Diri l'a souligné, voilà. L'aspect social, en fait, qui est très ancré. C'est très... Ouais. C'est impensable presque, j'ai envie de dire. Et du coup, ça crée des freins, ça crée des barrières et voilà quoi. Et c'est comme elle a dit, donc pour que ces barrières-là soient brisées, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent. Il faudrait que les femmes soient plus conscientes des enjeux. Il faudrait que les femmes s'engagent en politique, dans les associations, qu'elles militent, qu'elles n'aient plus peur en réalité. Ouais. Et ce n'est qu'on
en faisant cela qu'elles seront plus épanouies. Mamadou, avant de venir à toi, Djeri, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec cette loi sur la parité, on a l'impression qu'en fait, c'est comme une sorte d'autorisation, une sorte de permission à la femme de venir dans un monde où, en fait, elle n'a pas besoin d'avoir cette permission. On a l'impression qu'on conditionne quelque part la femme sur cette notion de parité à adhérer à un monde où elle participe grandement à la construction de ce monde. Est-ce que ça ne conditionne pas quelque part aussi la femme? C'est vrai que c'est un progrès, mais c'est comme si on dit à la femme, écoute, tu as ce droit, mais on te l'accorde avec cette notion de parité. Or, c'est un droit. Elle a le droit aujourd'hui, une femme, de militer, de prendre le pouvoir. Mais pourquoi circonscrire cette autorisation autour de cette parité? Évidemment, c'est une bonne chose, mais pourquoi? Est-ce que ça ne conditionne pas la femme quelque part aussi? Effectivement, je vous rejoins dans ça, mais moi je vois aussi autre chose, c'est-à-dire c'est un peu pour forcer la main aux hommes d'admettre les femmes au sein de leur liste ou de leur parti. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, et aussi c'est une manière de sensibiliser les femmes pour leur dire que vous avez ce droit-là, venez. C'est-à-dire, au fait, il y a toujours la socialisation qui est extrêmement profonde, parce que depuis toute petite, les femmes ont été éduquées en fait pour toujours s'occuper de l'espace intime, de l'espace familial. Donc elles ont du mal même parfois à s'affirmer au-delà. Mais qu'est-ce qu'il faut revoir? C'est quoi? C'est la sensibilisation et l'éducation. D'accord. Et l'éducation. Parce que par exemple, quand tu as ton livre, je prends le livre de CI, là on a Modou va à l'école, Fatou lave le linge. Donc socialement, l'enfant grandit, la fille et le garçon, ils grandissent avec ce genre d'image. Oui. L'égalité qu'on a pour les enfants. Effectivement. Alors les enfants, ils grandissent avec ces images-là. Après, ils ont du mal. Un homme a du mal à se dire, voilà, non, la femme-là ne peut pas être tête de liste. Parce que depuis toute petite, elle est en train de laver le linge. Moi, j'étais en train de travailler, donc j'ai plus de mérite qu'elle. Donc ça aussi, il y a un problème d'éducation et de socialisation, encore une fois, qu'il faudra revoir. Maintenant, comment? Il y a la manière, la sensibilisation aussi, parce qu'il ne faut pas trop heurter les valeurs qui sont là. Ouais. Sinon... c'est vraiment de travailler, comme Edwin l'a dit, en symbiose avec. Effectivement. De travailler avec nos traditions, de voir comment... de voir comment maintenant créer une toute nouvelle dynamique pour redonner aux femmes une certaine confiance en elles-mêmes pour qu'elles aillent maintenant s'accaparer de l'espace politique, de l'espace public. Mamadou, lors des dernières élections au Sénégal, c'est vrai, on a senti, il y a une frange des femmes, en tout cas engagées dans les partis politiques, que ce soit évidemment Yewwi Askan Wi, donc de l'opposition, ou bien encore le parti au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir cette portion aussi minime qu'elle soit, ces femmes-là, est-ce que c'est le début de quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y croire en ce qui concerne la parité au Sénégal avec ce qu'on a vu lors des dernières élections? Bon, merci Régis, permettez-moi de féliciter Djeri et toutes les femmes qui s'activent pour la valorisation de leur père. Parce que c'est important. Nous, on ne peut pas se dire que bon, nous sommes hommes, nous sommes juste intéressés par les questions liées à l'homme. Non. Moi, je pense que bon, c'est un très beau début. C'est un très bon début. Avec ces mairesses, ou bien ces dames qui sont devenues mères. Parce que bon, il y a même des présidentes des conseils départementaux. Oui. Bon, donc ça aussi c'est important à souligner. Tout à l'heure, je pense que le gouvernement français est dirigé par une dame. La liste vient d'être publiée. Je pense que c'est 20 ministres et tous les 10 ce sont des femmes. Oui. Donc ça c'est déjà quelque chose. Aussi au Sénégal, on a beaucoup de maires ou bien beaucoup de chefs de parti. Mais pour moi, le problème, c'est au niveau des femmes. Pour moi, le vrai problème, c'est au niveau des femmes. Pourquoi? C'est-à-dire qu'elles ne font même pas confiance ou bien elles n'encouragent même pas leur père ou bien elles ne votent pas pour elles. Ça, c'est déjà problématique. Je ne sais pas. Bon, peut-être c'est un fait. C'est un fait. Je pense que Djeri va... Peut-être Djeri va amener des explications. Bon, je ne sais pas si c'est par jalousie ou bien, mais quand même, le fait, c'est qu'elles ne votent pas pour leur père. Maintenant, bon, elles ne les encouragent pas aussi. Il y a certaines femmes aussi qui préfèrent militer dans les partis seulement pour porter la casquette de militante, ou bien porter des habits, ou bien comme l'a dit... Il n'y a pas un vrai engagement, en fait. Non, il n'y a pas un vrai engagement. Quand on dit tête de liste, bon, ce sont les hommes qui sont mis en avant, alors que les femmes devaient trouver leur place. Par exemple, je prends l'exemple des Badianougor. Peut-être que Djeri va en revenir.
elles sont les dames, elles sont des relais communautaires, elles sont dans les quartiers. Et elles maîtrisent plus les quartiers que les hommes. Par exemple, quand on dit quartier, c'est une question familiale. Ouais. Parce que la famille, la question familiale, c'est une question liée à la femme. Donc c'est elle qui organise, c'est elle qui gère. Bon, l'homme, peut-être, elle ne fait que chercher, comme l'a si bien dit mon cher Edwin, que l'homme c'est ça notre socialisation quand même. Mais je pense qu'il nous faut une certaine révolution. C'est-à-dire les dames, elles peuvent... Et justement, cette révolution doit être lancée par les femmes. Elles doivent être lancées par les femmes parce que bon, il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés. C'est-à-dire politisez-vous, à savoir les jeunes comme les dames. Il y a beaucoup de plateformes qui s'activent sur ça. Ces plateformes-là encouragent les femmes à se politiser, c'est-à-dire à se lancer dans la politique, mais aussi à tenter ou bien à postuler au niveau des instances de division pour dire qu'elles ne sont pas de simples militantes, mais elles peuvent diriger. Diri, avant de te laisser rebondir évidemment sur l'argumentaire de notre ami Momodou, Edwin, Momodou a souligné quelque chose d'assez intéressant, c'est emmener les femmes à on va dire, envahir le monde politique. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? C'est vrai qu'on a souligné tous les points, on a parlé du côté social, on a parlé également du côté de la tradition qui fait en sorte que l'homme est toujours en avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement sur le continent, certaines femmes ont cette notion de la politique pour vraiment s'y engager? Bon, pour répondre à cette question, je dirais que ce n'est pas seulement les femmes. En réalité, c'est un problème qui concerne tous les citoyens. Est-ce que les citoyens sont réellement conscients de ce que c'est la politique? Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui en Afrique que certains sont réduits à être des consommateurs, des politiciens. Enfin, il y a une définition un peu biaisée de la politique. On a du mal à s'engager, mais si on ne s'engage pas, on va toujours souffrir. Pourquoi? Parce que les autres vont décider pour nous. Et qui décide sans moi et contre moi. Ouais. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Tout à fait. Donc, il faudrait que les gens sachent, les femmes en l'occurrence, que leur salut, leur délivrance passe par l'engagement. Il faudrait qu'elles s'engagent, qu'elles militent pour leur cause. Et ce n'est qu'en s'engageant qu'elles pourront faire avancer les choses, qu'elles pourront bousculer les choses. Ce n'est pas en se disant par exemple que nous sommes victimes d'agressions dans nos foyers et on n'en parle pas, on croise les bras, que les choses vont changer. Non. Enfin, il faut joindre l'acte à la parole. Tout à fait. D'accord. Oui, Diri? Joindre l'acte à la parole, bien sûr, mais aussi l'engagement, c'est une question de temps. Et beaucoup de femmes n'ont pas de temps. Il faut vraiment qu'on le dise. Aujourd'hui, la femme active, il y a la famille derrière, il y a le foyer, il y a la gestion du foyer, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tout ça. Donc l'engagement, il faut d'abord penser à décharger un peu les femmes pour qu'elles puissent maintenant s'engager. Totalement. Faire décharger dans quel sens ça dit? Voilà, décharger, c'est-à-dire tout revient maintenant. Tout ce que j'ai dit, moi je pointe du doigt encore la société. Parce que maintenant, il faudra revenir dans les foyers pour que la gestion du foyer soit plus ou moins revue. D'accord. Voilà. Et ça appelle à la complicité de l'homme aussi derrière. Voilà, c'est un couple en fait. C'est un couple. Voilà, c'est un couple. Après, maintenant, si la femme est plus ou moins déchargée, après, elle pourra totalement se consacrer à ses activités politiques. Oui, mais est-ce que pour poser la même question, c'est vrai qu'Edwin a apporté des éléments de réponse, mais tu es une femme, ma chère Diri, donc tu es peut-être mieux placée. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les femmes ont cette notion de la vie politique? Parce qu'il ne suffit pas de s'engager dans un secteur, parce que la politique, c'est large. Est-ce qu'elles maîtrisent les rouages et tout le reste? C'est vrai qu'on a des exemples palpables, mais s'il faut plus de femmes dans ce domaine politique, il va falloir que ces femmes aussi soient un peu, entre guillemets, formées à l'outil politique, j'ai envie de dire. Oui, il faut qu'elles soient formées, d'abord au sein même des partis politiques. Voilà. Mais je pense aussi l'école de parti et tout ça a tendance à disparaître au sein de tous les partis politiques. C'est pas juste que les femmes. Il y a même des hommes. Et c'est là le problème. Il y a même des hommes qui s'engagent, mais qui n'ont aucune idée de l'idéologie et qui sous-tendent leur parti politique. Donc c'est pas juste une question de femmes, mais encore une fois, les femmes ont besoin d'être sensibilisées. Moi, je pense que c'est la sensibilisation qui manque. D'accord. Et il faudra mettre en avant des modèles de femmes politiques qui vont expliquer à leurs semblables ce qu'est la politique
et ce qu'elles vont gagner en s'engageant dans la politique. Parce que c'est là aussi la grosse erreur, pour aller dans le même sens que ma chère Diéry, c'est qu'en fait, on a tendance à nous proposer des modèles qui sont très éloignés de nous. On nous parle souvent d'Ellen Johnson-Sirleaf au Libéria, d'accord. Angela Merkel. Voilà, Angela Merkel, mais ce serait bien de nous ramener des modèles qui sont palpables facilement. D'où le but de mon projet. Je me bats depuis. Parce que oui, à travers les portraits que tu réalises sur je vais même la faire plateforme. une révélation. C'est-à-dire, ce qui sous-tend vraiment, réellement mon projet, c'est que dans maximum 15 ans, que le Sénégal soit dirigé par une femme. Parce que là, on aurait vu... C'est ça l'idéal, quoi. Voilà, c'est ça l'idéal. Parce que là, j'aurais proposé assez de profils pour dire que voilà, pour tous les postes, les femmes sont là. Donc, Bon, moi, en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette première personnellement, je partie. n'ai pas encore consulté sa plateforme, mais je sais que vous êtes plus soutenu par des hommes que des femmes. Oui, en général, les hommes ils sont très attachés à ce genre de combat. Exactement. Ouais. Ça, c'est ça, pour dire que la problématique, ça se trouve au niveau des femmes. C'est entre elles, parce que la compréhension de la parité, tout d'abord, c'est parce que beaucoup de femmes résument la parité à égalité au niveau du foyer. Ouais. non. Il y en a qui confondent parité et égalité de sexe. Ouais. Exactement. Alors que ça dépasse ça. Moi, personnellement, mon intime conviction est qu'au niveau des instances de décision ou bien au niveau c'est-à-dire que ça soit homme ou bien femme. En fait, que la parité soit respectée dans les institutions. Mais ça, au niveau des compétences, des domaines de compétences dédiées, c'est la compétence qui prime non le sexe. D'accord, évidemment. Les amis, on va clore cette première partie d'émission. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons plancher sur la confession. Pourquoi est-il important aujourd'hui de se confesser, Edwin? Est-ce que c'est une pratique avec laquelle tu te sens à l'aise, le fait de se confier à quelqu'un? C'est vrai que quand on parle de confession, on a tout de suite un lien avec la religion derrière, mais le terme est bien plus large que ça. Est-ce que tu es à l'aise avec ça, cette notion d'aller se confier à quelqu'un, de se confier à quelqu'un? Bon, il faut dire que c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de confession, ça nous renvoie à nous mettre à nu, j'ai envie de dire. Se confesser, c'est aller parler de certaines choses ou de donner certaines informations qui ne sont pas connues, qui portent sur nous. Mais pour ma part, c'était difficile avant, mais avec le temps, c'est un exercice que j'aime bien désormais. Pourquoi? Parce que ça permet de se libérer. Lorsqu'on en a trop dans le cœur ou dans la tête, c'est lourd. Et c'est même, j'ai envie de dire, ce qui crée des AVC, ce qui crée des dépressions. Et parce qu'on a tendance à emmagasiner plein de choses et ne pas l'extérioriser. Voilà. Donc, du coup, pour être un peu plus libre ou léger, j'ai envie de dire, il est souvent bien de se conseiller. Moi, personnellement, je le fais chez des amis ou certainement chez certains parents. Et en parlant justement de ça, parce que Mamadou, Edwin, il est assez à l'aise avec l'idée d'aller se confier à un ami. Est-ce que quand on décide de le faire, faut-il au préalable choisir la bonne personne à qui se confier? Et si oui, quels sont les critères qui font de cette personne la personne idéale à qui on peut tout dire? Ce qu'on fait, c'est d'abord se mettre à nu. C'est avouer. On peut dire que la première dimension de la confession, c'est une dimension religieuse. Parce qu'on dit parfois qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, si nous sommes animés par le besoin de se confier à quelqu'un, c'est parce que nous avons choisi la bonne personne. Ils doivent être d'abord bonnes, bien, mais aussi discrètes. D'accord. Parce que, moi, peut-être, je peux dire que j'ai emmagasiné beaucoup de choses ou bien beaucoup de péchés. Donc, je suis obligé de trouver quelqu'un à qui, ça peut être un ami, ça peut être même un parent. Hein. Oui, mais le parent, au préalable, doit remplir des critères. Oui, et c'est lesquels? Tu as parlé de la discrétion, c'est le seul critère? Non, la discrétion, il doit être discrète. Il doit être bonne, mais aussi, il doit être quelqu'un à qui, on peut attendre une certaine orientation. C'est-à-dire le sens de l'écoute. Avoir le sens de l'écoute. Mais aussi, il doit t'orienter, mais aussi, t'apaiser et te consoler.
Parce que c'est ça aussi l'importance de la chose. Parce qu'il ne suffit pas de venir chez quelqu'un et de se confier à lui. Non seulement il doit te garder tes secrets, mais aussi il doit t'orienter. Si par exemple, tu as fait... Si tu sais mais la confession implique aussi une notion de confiance alors dans ce cas. Oui, exactement, bien sûr. C'est la base même. C'est pourquoi je dis, puis quand on dit discrétion, c'est parce on fait allusion à la confiance. Sinon, on pourrait appeler les médias et se dire publiquement qu'on a fait telle chose. Alors, Thierry, en parlant de confession, cette capacité à se confier, c'est vrai que on a parlé de la notion de confiance. Il y a également quelqu'un qui a été formé pour ça, c'est le psychologue, qui a cette capacité justement à écouter et à orienter, parce que c'est les points évoqués par mon cher Momodou. Déjà, j'ai deux questions pour toi, Thierry. La première, c'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, on a cette confusion entre le psychologue et le psychiatre. Et en deuxième, il est dit, vous êtes en couple, votre mari s'appelle comment ? Mohamed, qu'on salue au passage, monsieur Mohamed. Alors, il est dit que dans les couples, les femmes, justement, sont, on va dire, des meilleures conseillères, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. Est-ce que il t'arrive, toi, de se confier à monsieur ou l'inverse? Et comment tu acceptes, on va dire, un peu cette méthode-là qui consiste à écouter son homme et apporter évidemment des solutions derrière? D'accord. Donc, pour la première question, la confusion entre psychologue et psychiatre, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on va voir le psychologue, déjà, le terme psychologue et psychiatre, donc puisque c'est un peu proche, la terminologie, donc après, souvent les gens ne retiennent que psychiatre. Après, non, c'est parce qu'il est fou, ou bien cette personne-là, elle est folle. Donc souvent, il y a cette confusion-là. Aussi, c'est parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller vers ces professionnels-là. Et pourquoi? Bon, parce que déjà, parce que mes camarades l'ont dit, Edwin et Mamadou l'ont dit, se confesser à quelqu'un, c'est se libérer et aussi se mettre à nu. Donc, on a un peu peur de trahir la personne que nous sommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, si j'ai un secret, le dire à Mamadou, c'est un peu trahir mon intimité. Donc, lorsque j'ai un peu peur de le faire, après, je vais dire que je vais garder ça pour moi. Après, bon, si l'orientation vers un professionnel me vient à l'esprit, je le fais. Sinon, je garde ça pour moi. Après, ça crée d'autres problèmes. Oui, mais c'est l'on de vouloir t'interrompre, ma chère Thierry. En fait, c'est le problème aussi, il est là parce que Edwin et Momodou ont souligné cette facilité avec laquelle ils ont d'aller vers un ami, un proche, à se confier, à se mettre à nu, dans tous les sens du terme, évidemment, parce que, comme ils l'ont dit, il y a des informations jugées privées qui vont malheureusement sortir lors de cette confession. Mais l'avantage avec le psychologue, c'est que lui, il va, à travers cette confession, mettre, on va dire, les mots sur vos mots à vous, vos difficultés, chose qui n'est pas le cas de la sœur, de l'oncle ou bien de l'ami qui va simplement vous écouter parce que vous avez besoin d'extérioriser certaines choses, mais le psychologue va vous orienter et va pointer du doigt le réel problème et vous apporter des solutions. Est-ce qu'il n'est pas plus judiciable pour nous aujourd'hui de fréquenter des psychologues et de ne pas transformer moment en psychologue, même si quelque part, c'est pas une mauvaise chose de se confier à quelqu'un? Parce que déjà, parfois, on se dit que pour extérioriser nos sentiments ou nos pensées, on n'a pas besoin de dépenser notre argent. D'accord. Donc c'est beaucoup plus l'aspect financier qui pose problème. Voilà. Pour aller voir un psychologue, il faudra débourser de l'argent et tout. Or, ma petite sœur est là, je peux parler avec elle. Voilà, je parle avec elle. D'habitude, je me confie à elle. Elle me donne de bons conseils. Bon, d'accord, là, j'y vais. Visiblement, on a tous un psy dans la maison. Effectivement. Et souvent, c'est une personne qui, à force de se confier à elle, elle finit par nous comprendre. Ouais. Et à saisir un peu notre environnement, ce qu'on lui explique tous les jours. Et après, elle peut vous donner des conseils par rapport à ce que vous avez l'habitude de lui raconter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si. Donc c'est ça. Voilà. Et pour la deuxième question... Oui, du coup, comment ça se passe avec monsieur? C'est monsieur, alors ça c'était son prénom, mais son nom c'est monsieur Diop. Monsieur Diop, voilà. On sait mieux. Monsieur Diop avec toutes les civilités. Et du coup, comment ça se passe quand monsieur Diop a eu une journée un peu difficile et qu'il a besoin justement d'extérioriser certaines choses? Est-ce que tout de suite, tu tends l'oreille ou bien tu attends qu'ils viennent vers toi pour justement se libérer? Bon, déjà, il faut avoir un sens de l'écoute. Et un sens de l'écoute, c'est pas juste une expression comme ça. Un sens de l'écoute, c'est avoir aussi une observation très, très, très avisée pour voir un peu comment est-ce que Edwin
est rentré aujourd'hui. Pour combattre les non-dits, quoi. Voilà. Et Edwin, bon, il m'a l'air un peu triste. Après aussi, il faut savoir comment l'aborder. Ouais. Comment l'aborder, parce que l'être humain est du genre à se braquer rapidement dès qu'on met le point sur ce qui va mal. Donc il faut savoir comment l'aborder et il faut aussi savoir l'écouter. Parce que parfois pour des personnes, il faut juste écouter ce qu'elles ont à dire, ne pas les interrompre. Parce que dès que tu les interromps, après c'est autre chose. Il faut juste les écouter, puis après, parfois même, elles peuvent se conseiller elles-mêmes sans s'en rendre compte. Ouais. Parce qu'à force de les écouter, après, quand elles sentent que tu es beaucoup plus apaisé par rapport à elles, après elles se disent, tiens, donc j'aurais pas dû réagir de cette manière. Tu lui dis, tout à fait. Et après, voilà. Non, il y a mea culpa et la personne effectivement. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant d'être une oreille attentive dans un couple. Dans tous les sens, hein, ça peut être le mari ou la femme. Ouais. Est-ce que toi, tu es assez à l'aise avec l'idée de se confier évidemment à monsieur Bien sûr, je suis très à l'aise à l'idée de me confier à lui plutôt, parce que voilà, il est très attentif et il est une personne digne de confiance. Je sais que je peux lui faire part des choses très 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 profondes et il va aussi m'orienter dans un sens positif. Qui sera bénéfique pour toute la famille. Donc, c'est pour ça... Est-ce que Edwin, c'est quoi la plus grosse et grande crainte de le fait de se confier à quelqu'un? C'est de voir demain, effectivement, ces informations confidentielles que vous avez confiées à cette personne se retrouver, on va dire, un peu sur la toile? C'est tout à fait ça. Raison pour laquelle beaucoup sont très, très, très réservés. Ils préfèrent ne rien dire et garder ça pour eux. Parce qu'ils se disent qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'ils ont eu à faire, qui sont certainement dangereuses, qui, si une fois elles sont divulguées, peuvent porter atteinte à leur personne. Et du coup, aller le dire à une personne qui va, à la suite de votre discussion, de votre échange ou de cette confession, divulguer ces informations-là, c'est très, très, très dangereux. Raison pour laquelle on se retient, beaucoup préfèrent emmagasiner, et puis voilà, quoi. D'accord. Et du coup, s'il fallait parler de genre, alors ça n'a rien à voir avec... mais s'il fallait parler de genre, est-ce que tu te sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de se confier à une femme qu'à un homme, par exemple? Ou toi, tu n'as pas de préférence, rien que la personne remplit? Tout dépend de la personne. Comme Amadou l'a dit. Il faut que la personne soit discrète, il faut qu'elle soit il faut que la personne remplisse certains critères. Voilà. En fait. D'accord. Et dès que je me sens à l'aise vis-à-vis de la personne, ça suit, quoi. D'accord. Et qu'en est-il des parents aujourd'hui, papa ou maman? Parce qu'en général aussi, c'est des excellents psychologues. Hein. En général, on confie tout à papa ou à maman. Est-ce que ça aussi, ou bien on est toujours un peu dans on va dire, cette personnification de papa et de maman, dans le sens où c'est papa, donc il y a une barrière déjà qu'on installe, psychologique, et une barrière réelle, j'ai envie de dire, parce que c'est le père. Ou bien, Mamadou, toi, tu es assez à l'aise à l'idée de discuter avec ton père et de devoir se confier à lui, se confesser tout simplement. Bon, l'occasion m'était donnée de saluer et de rendre un vivant hommage à nos parents qui sont de Nyandan actuellement, mais aussi à tous nos parents qui nous conseillent du jour au lendemain et nous orientent pour notre bonne conduite. Pour moi, d'abord, avant même l'enfant, c'est-à-dire le choix du parent, c'est-à-dire le choix du partenaire. Ouais. Qu'on soit homme, on doit choisir une bonne femme. Qu'on soit femme aussi, on doit choisir un bon homme, un bon mari. Donc de cette relation-là découle ou bien émane un enfant qui sera forgé de telle sorte qu'il aura une très bonne conduite. Donc je pense que c'est ça d'abord la base. Parce que l'individu, il a trois relations. Sa relation avec le divin, sa relation avec les autres, mais aussi sa relation avec lui-même. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que parlant des deux premières, à savoir sa relation avec le divin et sa relation avec lui-même, c'est dans ce cas-là qu'on parle de confession. Mais avec les autres, là, c'est la relation de confiance. Moi, par exemple, je peux dire que la confiance que j'ai avec ma maman, je ne l'ai avec personne. Donc, c'est plus facile pour toi de se confier à... Voilà. Exactement. Donc, il y a l'idée de confiance. Mais aussi, il y a deux choses qu'il faut noter. Par exemple, Jerry, tout à l'heure, elle a parlé de psychiatre et de psychologue. Vous savez, nous sommes dans une société africaine. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles en nous.
c'est-à-dire beaucoup de filières. Par exemple, bon, je ne dirais pas la médecine, mais c'est la psychologie et la psychiatrie. Il y a certaines, ils préfèrent, au-delà même de l'aspect économique, c'est-à-dire dépenser auprès d'un psychologue, mais moi, je peux dire que Djeri, c'est ma sœur. Je préfère parler avec elle que de dépenser autre. Mais aussi, mais le problème, c'est que Djeri n'a pas été formé pour mettre des solutions sur des problèmes. C'est vrai. Et puis, il y a un risque. C'est quoi? C'est par exemple quand je confie à Djeri, je lui dis que, bon, en tout cas, ne le dis à personne. Elle aussi, elle a peut-être son confident, oui. Lui aussi, il va en parler avec lui. Ainsi de suite, le relais va. Ce qui fait que Edwin dit que bon. D'où la confiance. La confiance de la confiance. Mais pour moi, bon, en tout cas, moi, vu l'expérience que j'ai vécue, il n'y a pas meilleur confident que les parents. D'accord. Peut-être que ça, c'est moi. Edwin, je reviens vers toi. Alors, au début, tu parlais évidemment de l'importance de se confier parce que tu parlais des crises AVC, le stress, on parlait également de la dépression parce que quand on est dépressif, c'est le fait de se parler à soi-même mais de manière négative. Donc, on est dans une zone de confort où on pense qu'on n'est plus capable de réaliser certaines choses. Donc, l'importance aujourd'hui est capitale de simplement extérioriser, de se confesser. Edwin, j'ai envie de dire, parce que si on emmagasine des choses et que derrière on a une crise AVC, derrière on ne sait plus à qui se confier à part au monsieur avec la barbe dans le ciel là, tu vois un peu. Donc c'est d'où l'importance aujourd'hui, c'est capital de se confier, il faut inviter les gens à le faire. Mais bien sûr, il faut inviter les gens à le faire parce que c'est toxique, certaines informations sont toxiques. Il ne faut pas les garder pour soi. Mais attention aussi à qui on se confie. Oui, parce que c'est ça la confession, c'est d'enlever le côté toxique du problème, en fait, le fait. Il ne faut pas aller se confier à quelqu'un qui va empirer les choses. Il faut plutôt se confier à quelqu'un qui va dans le sens de vous aider à vous améliorer. Mais qu'en est-il du jugement? Parce qu'il y en a qui jugent beaucoup quand on se confesse. Ils ne sont pas dans l'écoute, mais dans le jugement. Oui, d'où le choix de... Mais malheureusement, c'est humain. Et donc, pour contrer cela, c'est comme je l'ai dit, il faut trouver la bonne personne. Encore que, qui est la bonne personne? C'est là. Et ça prend du temps, justement, pour identifier la bonne personne. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais revenir sur la question posée à Mamadou par rapport aux parents. En fait, il faut dire que les parents, ça dépend. C'est pas tant que les enfants sont contre les parents, papa est méchant, maman est comme ça, qu'on ne va pas vers eux. Non, mais c'est parce que ça dépend des situations. Par exemple, si j'ai gaffé... Ça dépend de la confession. Voilà. Si j'ai gaffé à l'école avec un prof, vous comprenez tout de suite que si je vais en parler avec papa, il peut rentrer dans une colère. Ou si je vais le dire à maman, il peut rentrer dans une colère. Mais il y a la manière. Il y a peut-être la manière aussi de faire la confession. Oui, mais tout dépend de la sensibilité. Donc, à chaque confession, comme tu l'as dit, la personne, il y a des confessions faites pour les amis, faites pour les parents, faites pour... Mais est-ce que le fait de dissocier les confessions et de dissocier les personnes qui seront derrière pour nous écouter, est-ce qu'on ne se trahit pas soi-même? Parce qu'on a l'impression que si je n'ai pas envie d'avoir des conseils qui vont tout de suite être durs à mon endroit, je vais choisir Momodou parce que Momodou il est un peu plus calme, et si j'ai besoin d'avoir un peu qu'on me caresse dans le sens du poil, je vais chez Djeri. Est-ce qu'on ne se trahit pas soi-même en dissociant les confessions et les personnes derrière qui vont nous écouter? Oui, en quelque sorte, mais je pense que comme je l'ai dit, lorsqu'on se confie, c'est pour être plus à l'aise. Donc, c'est difficile pour nous de se diriger vers une personne qui va porter un jugement assez cru. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça aussi dans la confession? Est-ce que c'est pas ce qu'on recherche aussi quelque part? Parce qu'il faudrait que les gens nous disent aussi des choses de manière crue, parce que ça peut emmener la personne à changer aussi. Oui, je suis d'accord, mais après, comment est-ce qu'on prend ça en retour? C'est autre chose. C'est là. Djeri, tu voulais rebondir sur un point bien précis, sur le plan d'Edwin. Pour revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir notre relation avec nos parents. Vous savez, peut-être il y a péché, ou bien peut-être il y a problème qu'on se confie à quelqu'un. Raison pour laquelle j'ai dit, si le parent assure cette bonne conduite-là à son enfant, il n'arriverait pas à cette situation actuelle. Donc, pour toi, il y a un problème d'éducation aussi à l'intérieur. Oui, il y en a. Par exemple, il a pris l'exemple avec les écoliers qui s'absentent 10 jours au lendemain. Bon, si l'enfant est forcé à avoir une bonne conduite, il n'aurait pas
arrivé à ce stade-là. Ouais. Raison pour laquelle je dis qu'il faut aussi qu'on retourne la chose au niveau des parents. Elles sont meilleures. Bon, par exemple, je dis elle, par exemple, je fais allusion à la maman. Elle est meilleure conseillère, elle est plus confidente, mais aussi elle est meilleure éducatrice. Et Diary, comment créer cette relation de confiance tout de suite? Vous êtes maman d'une très jolie petite fille qu'on salue au passage, qu'on fait un gros bisou au passage. Comment créer justement ce lien? C'est vrai que le lien il est déjà là parce que voilà, elle a passé 9 mois de connexion avec vous, mais comment créer vraiment ce lien de confiance au point où cette fille, cette gamine, quand elle va vraiment grandir, elle sentira cette facilité à venir vers toi pour se confier et ne pas forcément avoir ce jugement derrière. D'accord, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les parents, surtout la maman, elle a intérêt à être très présente dans la vie de son enfant. Que l'enfant soit un garçon ou bien une fille. Et puis, pour créer cette relation de confiance-là, si je prends l'exemple de ma maman et de moi-même, c'est-à-dire la présence, c'était une présence, disons, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une observation très aiguisée par rapport à ton comportement parfois et de se poser des questions et à l'école comment ça va, partager des moments, les loisirs et tout ça sont des moments où l'enfant peut entrer en totale confiance avec sa maman ou bien son papa, c'est-à-dire jouer avec ton enfant, lui prodiguer des conseils mais de manière très douce et aussi être à l'écoute, être douce avec ton enfant, partager des moments, parfois lui dire bon aujourd'hui on va faire les courses. Après, voilà, maintenant, il faut m'aider à la cuisine, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, tout ça crée un certain climat de confiance. Et puis, après, l'enfant sera très à l'aise. Par exemple, il peut profiter d'un moment de cuisine pour t'avouer quelque chose. Il peut profiter d'un moment devant la télé pour te le dire. Mais quand on est absent, après, l'enfant ne voit pas beaucoup, voilà, il y a une distance qui se crée. Et après, ce sera très difficile pour briser une certaine glace. Et là, ça va créer encore juste, voilà, nous sommes parents, mais la relation n'est pas très fluide. Et après, ça crée d'autres problèmes vers l'adolescence, etc. D'accord. Il y a également un autre point, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, c'est en tout cas une pratique recommandée par des psychologues de manière générale, parce que les psychologues nous disent que pour se confier, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Il y a des techniques, on parle de l'effet miroir, le fait d'être devant un miroir et de se parler à soi-même, ça aussi ça aide un peu à extérioriser et il y a moins de risques parce que tout à l'heure Edwin, il a un peu peur, entre guillemets, de voir un peu ses confidences être sorti, voilà, cette trahison-là de confiance-là. Et le fait de se parler à soi-même devant l'effet miroir, ça aide beaucoup. D'autres vont un peu plus loin en parlant le fait de s'enregistrer, de s'auto-enregistrer, c'est-à-dire de prendre son téléphone, de se parler et d'enregistrer tout ce qu'on est en train de se dire à nous-mêmes. Et ça aussi, c'est une autre technique. L'autre technique qui marche très bien, puisque aujourd'hui, même en étant adulte, surtout chez les femmes, c'est pas sexiste, c'est qu'en fait, on parle de la peluche. La peluche aujourd'hui est devenue, en tout cas pour les psychologues, l'un des plus grands psychologues au monde parce que beaucoup de femmes se confient à des peluches. Il y a beaucoup qui parlent, ouais, c'est assez risible, mais c'est une information et c'est vérifié. Beaucoup parlent à des peluches et c'est une manière aussi d'extérioriser ce qu'on a, ce qu'on ressent, une manière aussi de parler et de se confier, de se vider de manière générale. Est-ce que toutes ces pratiques-là, vous vous sentez à l'aise avec ou bien il y a une qui vous semble un peu bizarre, j'ai envie de dire. Bon, pour la dernière pratique que tu as évoquée, c'est-à-dire le fait de parler à sa peluche, il y a une expression consacrée en Wolof. Il dit waxtaan sa njëgënaay, c'est-à-dire parler à son oreille. D'accord. Souvent, quand une personne traverse des moments difficiles, après si elle n'a pas trop envie de faire part de son chagrin, etc., ou bien elle n'a pas trop envie d'extérioriser son sentiment, on lui demande de parler avec son oreiller. D'accord. C'est-à-dire, au moment du coucher, essaie de parler avec ton oreille. Donc, c'est une manière pour une personne de créer une certaine connexion avec elle-même. D'où la relation que Momo doit évoquer, la relation avec soi-même. Mais l'effet miroir, pour moi, ça augmente plus la confiance en soi. C'est un exercice qui est recommandé pour augmenter la confiance en soi, l'estime de soi, etc. D'aucuns appellent ça le discours mental, le fait de se booster à soi-même, de se dire, écoute, Momodou, t'inquiète, tu n'es pas faible, tu es capable de... Voilà, c'est ce discours mental. C'est ce qu'on appelle la roue de la vie, c'est-à-dire c'est un exercice qui se fait en 21 jours. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, vous avez essayé dans 21 jours de ne pas faire une telle pratique. D'accord.
au bout des 21 jours, on arrive bon, en fait, c'est un traitement pour enlever un peu tout ce qui peut nuire à la personne. Oui, exactement, c'est ça. D'accord. Mais moi, bon, comme je disais tout à l'heure, au niveau des 3 relations-là de la vie, à savoir la relation avec soi-même, la relation avec les autres, mais aussi la relation avec le divin, je pense qu'on ne peut pas faire sortir la première, c'est-à-dire la relation avec soi-même. Parce que quand on n'a pas cette confiance-là de se confier à quelqu'un, on fait recours à ces techniques-là. Diri, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de clore cette émission Génération News. Alors, en préparant cette émission, la petite recherche, c'est pas sexiste encore, parce qu'on le souligne, on respecte les femmes sur ce plateau et sur Média TV Afrique. Alors, mais il est prouvé que les femmes ont moins confiance aux femmes. C'est-à-dire que plusieurs femmes préfèrent éviter les femmes en ce qui concerne les confessions. Pourquoi une femme a du mal aujourd'hui à se confier à une autre femme? Personnellement, moi, je suis à l'aise vraiment dans la confession avec les femmes. Vraiment, ça me gêne pas. Peut-être c'est par rapport aussi à une certaine ouverture d'esprit que j'ai, liée aussi à mon métier. Donc, je vois que parfois, j'interviewe une femme, c'est une femme qui se confie à moi. Donc, pourquoi moi, je n'irai pas me confier à une femme? Mais de manière générale, c'est l'idée que Mamadou a soulignée tout à l'heure. C'est le fait que on peut avoir un confident qui est aussi... Et on sait que la connexion avec les femmes est tellement... Bon, c'est le bouche à oreille, comme on dit. Voilà, c'est très répandu au niveau des femmes. Là, on a toutes une meilleure amie. Je salue de passage Georgia. Elle s'appelle comment? Georgia. Et évidemment, c'est sur ces salutations que nous allons nous arrêter. C'est la fin de Génération News. Ça allait très vite, les amis. Oui, je vous le concède. On remercie Edwin. Merci à nouveau d'être venu chez toi, tout simplement. Génération News. On est à quoi? À la 7e, 10e participation? On aura le temps évidemment de faire les comptes à la fin. Mamadou, deuxième participation, c'est plus facile pour toi. Merci d'être venu à nouveau. Merci pour cet honneur pour la deuxième participation. De passage, de saluer mes parents de Nyandan, mais aussi de grand-papa. Bon, évidemment, on passe le bonjour à toute la famille. Diri, ça a été un plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Je remercie aussi vraiment Edwin et Mamadou et toi Régis. Merci. pour la qualité des échanges et je salue tout le monde au passage. Merci à toi ma chère Diri. Évidemment, on aura le temps de jeter un coup de clinique sur cette plateforme qui valorise la femme africaine de manière générale. Et c'est la fin de Génération News. Merci de l'avoir suivi. Vous l'aurez compris, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.